Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous allez bien cette semaine? Tout va bien, tout va bien. À la fin de la semaine, on va souffler un peu. Voilà, on va souffler pour reprendre une respiration et recommencer la semaine prochaine dans de très bonnes Exactement, conditions. C'est parfait. tout à fait. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, nous allons continuer sur le régime de la responsabilité et cette fois-ci, la responsabilité du fait des choses, qui n'est pas un sujet simple. Il a fallu que je condense tout cela, mais un sujet très intéressant. D'accord, qu'entend-on par responsabilité du fait des choses? Alors, tout d'abord, c'est un article du Code civil qui en traite, en l'occurrence l'article 1242 de ce Code civil, alinéa premier. On est responsable des choses que l'on a sous sa garde. Concrètement, si un dommage est causé par une chose, ce régime de responsabilité va permettre à la victime d'obtenir réparation en engageant la responsabilité du gardien de la chose. Alors à la base, on avait un article du Code civil qui était l'article 1384, qui datait de la promulgation de ce code, donc on remonte aux années 1800. Et cet article était en fait un article de transition qui permettait d'introduire la responsabilité soit du fait des animaux qu'on a déjà abordé, soit du fait des bâtiments en ruine. Mais le législateur, manifestement, n'avait pas envisagé la responsabilité du fait des choses. Et c'est la jurisprudence qui est intervenue en la matière, notamment par deux arrêts relativement anciens. Un premier arrêt Téphaine qui date de 1896 et un arrêt Gendeur qui date de 1930. Donc j'ai choisi de les présenter très rapidement pour bien comprendre cette responsabilité du fait des choses. Donc, dans le premier arrêt, l'arrêt Téphaine, nous avons une personne qui va décéder suite à l'explosion d'un remorqueur à vapeur. Et cette explosion résulte en fait d'un vice de construction. Aucune faute ne pouvait être reprochée au propriétaire du remorqueur. La veuve de M. Téphaine va porter l'affaire en justice pour obtenir des indemnités. Et la Cour d'appel, puis la Cour de cassation qui ont été saisies vont faire droit à sa demande. La Cour d'appel et la Cour de cassation retiennent que la responsabilité du propriétaire existe ici, alors même qu'il n'a pas commis de faute. Il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Dans le deuxième arrêt de 1930, l'arrêt Gendeur, Mademoiselle Gendeur est une jeune fille qui va être blessée par un chauffeur de camion, par le camion conduit par ce chauffeur, alors qu'elle traverse la chaussée. La cour d'appel saisie refuse d'indemniser la jeune fille. L'affaire est portée devant la cour de cassation. La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Une nouvelle cour d'appel est saisie, laquelle continue à refuser d'indemniser. Et là, la cour de cassation va se réunir en assemblée plénière et pose le principe selon lequel il ne suffit pas au gardien de prouver, donc gardien de la chose, en l'occurrence le camion, de prouver qu'il n'a pas commis de faute pour s'exonérer de sa responsabilité. Donc la Cour de cassation, ici, retient la responsabilité de ce chauffeur en l'absence de faute, responsabilité du fait des choses. Quels sont Donc, les éléments de cette responsabilité? alors juste au préalable, bien préciser qu'il s'agit de ce que l'on appelle une responsabilité de plein droit, ce que j'ai sous-entendu en disant responsabilité qui existe, y compris en l'absence de faute. Elle est posée, cette responsabilité. Alors, pour les éléments de cette responsabilité, ils sont au nombre de quatre. On a quatre conditions cumulatives. Il faut réunir un dommage, une chose, un fait actif de la chose et enfin un gardien de la chose. Donc, D'accord. quatre conditions. Quatre conditions qui doivent être ensemble. Enfin, il faut ces quatre conditions. Tout à fait, cumulative. D'accord. Qu'en est-il du dommage? Donc, c'est la première condition. Il s'agit du préjudice subi par la victime. On l'avait vu pour la responsabilité du fait des animaux, et on va retrouver ces mêmes idées. Peut-être un préjudice corporel, des blessures, peut-être un préjudice matériel, la perte de quelque chose,
un préjudice moral, une atteinte psychologique, ou encore la perte d'une chance, je l'avais évoqué dans le cadre de la Mm. responsabilité du fait des animaux, ou encore un préjudice par ricochet, c'est-à-dire une atteinte subie par un tiers en raison du préjudice causé à la victime principale. Le deuxième élément, c'est une chose ayant causé le dommage? Tout à fait. Une chose qui doit avoir causé le dommage, une chose, peu importe qu'il s'agisse d'une chose meuble ou encore d'une chose immeuble, peu importe qu'elle soit en mouvement ou encore inerte. Il existe des exceptions pour des choses soumises à des régimes de responsabilité spécifiques, par exemple la responsabilité du fait des bâtiments en ruine ou encore la responsabilité relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, ou encore la responsabilité du fait des produits défectueux qu'on pourra aborder prochainement. Pareil, on ne tiendrait pas compte d'une chose commune, c'est-à-dire je ne peux pas trouver un responsable en raison d'un préjudice subi par l'air ou par l'eau de la mer ou autre. Ou encore, pareil pour des choses qui ne seraient pas appropriées, Mhm. du gibier ou autre. Donc, dans ce cas, ce régime de responsabilité ne joue pas. Vous avez évoqué une troisième condition qui est le fait actif de la chose. Oui, fait actif de la chose, cela sous-entend que la chose doit être l'instrument du dommage. Elle doit avoir joué un rôle actif dans la survenance de ce dommage. Elle doit être à l'origine matérielle du dommage. C'est ce que l'on appelle en droit le lien de causalité. Donc, une chose ne peut pas être source de responsabilité, donc là, ce serait exclu, si elle est inerte, si elle est dans une position normale, dans un état normal et fonctionne normalement. Donc, une chose inerte qui ne fonctionnerait pas normalement ou qui ne serait pas dans un état normal serait susceptible d'engager la responsabilité de celui qui a la garde de la chose. Donc, dans ce cas, elle n'aurait aucun rôle actif, cette chose inerte qui est dans un comportement normal. Elle n'aurait aucun rôle actif dans la survenance du dommage. En revanche, si je reprends ce que je disais précédemment, un escalier glissant, c'est une chose inerte, mais pas une chose dans un état normal, par exemple. Et donc, pourra être source de responsabilité, pourrait engager la responsabilité de celui qui en a la garde. Je songe à un restaurateur qui a lavé son sol ou un escalier conduisant dans une autre salle. Une personne glisse, elle pourra engager la responsabilité du restaurateur. Je songe à des affaires qui ont concerné de grandes enseignes parce qu'une frite traînait malencontreusement sur le sol et qu'une personne a glissé sur cette frite, ou encore une feuille de salade dans un grand magasin. La personne victime d'un dommage qui glisse à cause de la feuille de salade pourra engager la responsabilité du distributeur. Vous avez parlé de la garde de la chose. Qu'est-ce que la garde de la chose? Alors, la garde de la chose, on entend par là le pouvoir de fait exercé sur la chose. Le gardien, c'est celui qui a la garde, à la fois matérielle de la chose, c'est-à-dire l'usage de cette chose, la direction et le contrôle de la chose. L'usage correspond à la maîtrise de la chose, c'est-à-dire le fait de se servir de la chose. La direction s'analyse comme le fait de décider de la finalité de l'usage. Et enfin, le contrôle consiste en la capacité à empêcher le fonctionnement anormal de la chose. Peut-on s'exonérer de cette responsabilité? Oui, on pourra s'exonérer en prouvant un cas de force majeure, par exemple. C'est-à-dire, cas de force majeure, c'est pas nous qui décidons de cette force majeure. La force majeure est définie. Un événement exceptionnel, imprévisible, irrésistible. Par exemple, une tornade emporte le trampoline de mes enfants, lequel le trampoline va blesser quelqu'un. Dans ce contexte, je pourrais m'exonérer de ma responsabilité à partir du moment où je peux prouver cet événement climatique
tempête exceptionnelle. C'est un petit coup de vent qui n'est pas qualifié de tempête. Je ne pourrais pas m'exonérer. Il m'appartenait de prendre toute précaution utile pour que la chose reste dans un fonctionnement normal et n'ait pas à s'envoler au moindre coup de vent. Deuxième cause d'exonération, ce sera la faute de la victime qui permettra une exonération partielle du gardien de la chose. On a vu des cas de limitateurs de vitesse ou autres qui devenaient fous. On entre dans ce cadre-là. Alors, ce sera encore différent puisque là, on est au volant d'un véhicule et il y a un principe, un régime de responsabilité pour les véhicules circulants. Eh bien, c'est Et on peut-être un point pourrait, qu'on saura aborder une autre fois. par exemple, sur la responsabilité par rapport au véhicule, tout à fait. Très bien. Si vous avez des questions à poser à Marie-Christine, des questions de droit, eh bien, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. Marie-Christine, de quoi allons-nous parler la semaine prochaine? Alors, j'envisageais, pardon, de rester sur la responsabilité et cette fois la responsabilité du fait des produits défectueux. Il y a encore matière à dire. Voilà, c'était le sujet que j'envisageais d'aborder pour peut-être passer à autre chose. Et j'étais en train de regarder pour les semaines suivantes. Semaine d'après, on pourrait envisager le prêt d'argent entre particuliers, qui est quelque chose de très courant. Quelles précautions prendre? Est-ce que je suis couvert? Comment être couvert? On avait abordé un petit peu cette question déjà. Tout à fait. On l'a vu avec les actes et les faits juridiques, l'acte juridique d'un montant supérieur à 1500 euros. Donc, pour un prêt entre particuliers de plus de 1500 euros, il me faudra un écrit. Mais ça, on va le réserver pour plus tard. Bien. Merci Marie-Christine. Je vous souhaite une bonne semaine. Très bonne semaine à tous. Bonne Au semaine à revoir. tous.